Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro, en partenariat avec CGVIM Assurance. Nous allons parler de gouvernance paritaire, de retraite et de satisfaction client. On y va ? Pour cette nouvelle émission, nous recevons Béatrice Grandjean, vous êtes directrice générale de Kerialis, et aussi Yann Ablos, vous êtes directeur général adjoint de CGVIM Assurance. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors on va démarrer par Kerialis. Kerialis, c'est une entreprise particulière en son genre. Vous êtes une institution de prévoyance, mais vous n'êtes pas groupe de protection sociale. Quelles sont vos particularités ? Oui, alors Kerialis est effectivement une institution de prévoyance, c'est un organisme d'assurance paritaire à but non lucratif. Donc c'est une première de nos particularités, c'est-à-dire qu'on gère des contrats collectifs pour les entreprises paritaires. Ce sont les employeurs et les salariés qui sont couverts par Kerialis qui nous gouvernent. Et à but non lucratif, c'est qu'on ne verse pas de dividendes. On a des résultats qu'on réinvestit systématiquement. Et enfin, notre autre spécificité, c'est qu'on est dédié, on était dédié, un peu moins aujourd'hui, aux salariés des cabinets d'avocats. On a été construit, créé par pour la protection sociale de ces salariés. Et pourquoi vous n'êtes pas un groupe de protection sociale ? Parce que l'histoire de Kerialis fait qu'on a pu rester autonome et libre de nos décisions jusqu'à présent. Et qu'on couvre quand même largement la protection sociale complète des salariés. Vous n'avez pas de retraite complémentaire ? Non, on n'a plus. On s'est concentré sur l'activité d'assurance. Très bien. Et vous êtes anciennement désigné ? Oui, Kerialis était désigné par des clauses de désignation, ce qu'on appelait autrefois les clauses de désignation. Donc les partenaires sociaux de la branche ont décidé de mettre en place une protection sociale pour les salariés des cabinets d'avocats. Et pour ce faire, ils ont utilisé un outil qui était les clauses de désignation, et c'est Kerialis qui avait été désigné pour assurer cette protection sociale. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, je vous propose un petit rappel sur cette fin des clauses de désignation. Regardez. Avant 2013, de nombreuses branches professionnelles imposaient aux entreprises un organisme assureur en prévoyance et parfois en santé. C'était une des attributions des partenaires sociaux de branche en vertu des clauses de désignation. Puis, syndicats et patronats ont signé l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Ce texte prévoit la généralisation de l'accès à une complémentaire santé pour l'ensemble des salariés du secteur privé. À l'occasion de sa transposition, le Conseil constitutionnel censure les clauses de désignation le 13 juin 2013. Les sages ont considéré que ces clauses représentaient une entrave à la liberté des entreprises de contractualiser avec l'assureur de leur choix. Il sera désormais uniquement possible pour les branches de recommander un ou plusieurs organismes assureurs. Alors la fin des clauses de désignation a provoqué du coup l'arrivée de la concurrence sur le marché de la protection sociale complémentaire des entreprises. Il y a eu des nouveaux entrants qui sont arrivés sur ce marché et pour les organismes anciennement désignés comme Kerialis, il a fallu se transformer. Alors comment votre organisme s'est-il transformé depuis 2015 ? Alors ça a été un booster pour nous, notre transformation, vraiment. Donc le premier point, ça a été de transformer nos offres, les adapter, puisque il fallait s'adapter au marché, pour proposer quelque chose de vraiment qui était la demande de nos clients. Ça a été la digitalisation. On a mis en place la souscription 100% digitale de nos contrats très vite, puisqu'on est petit, donc il fallait s'ouvrir au territoire national rapidement. Et un troisième axe de développement depuis 2022, c'est qu'on s'est ouvert à d'autres professions, alors connexes, le droit de manière générale, et puis aux chiffres, puisqu'une histoire commune, notamment avec les experts comptables. Alors vous êtes un organisme de taille modeste. Je rappelle les chiffres. En 2024, vous avez collecté 108 millions de cotisations et obtenu un résultat net de 2 millions d'euros. Alors, quelle est votre stratégie pour rester autonome dans un marché très concurrentiel ? Je crois que notre petite taille est une force pour nous, parce que être une entreprise à taille humaine, ça nous permet d'être souple, agile, adaptable rapidement au marché et puis proche de nos clients. Donc la proximité, c'est notre vraie valeur ajoutée. Ce côté digital aussi est un vrai plus, surtout pour les professions qu'on cible, parce que les petites structures, ils n'ont pas le temps. Ils ont besoin d'outils qui leur permettent de souscrire rapidement, de manière optimisée. Et puis aussi
notre ADN, hein, tout ce qui va être l'action sociale, la proximité, l'aide à une profession qui est vraiment essentielle pour nous. Quelle est la moyenne de salariés dans la branche, des entreprises de la branche? Alors, ce sont des toutes petites structures, c'est entre 2 et 3 salariés. Ah oui, c'est particulier. C'est très particulier, oui. Alors, Yana Bloss, quels conseils donneriez-vous à des organismes comme Kerialis qui sont affinitaires et qui souhaitent néanmoins rester autonomes et indépendants? Alors, je n'ai pas forcément de conseils à donner, mais je peux avoir un avis sur la question. Je pense déjà qu'il y a un sujet en effet d'élargissement de la cible, comme vous l'avez bien dit, aux différents métiers du droit, du juridique, privé, etc. Certains acteurs dans le public, par le passé, l'ont déjà fait en considérant par exemple des acteurs qui avaient uniquement fait un stage une fois dans leur carrière. Donc ça peut être un exemple. Ensuite, il y a le sujet de l'offre et des services, soit développés en interne, soit développés à travers des partenariats. C'est aussi des possibilités à explorer. Pour un acteur aussi de taille tel que Kerialis, je pense qu'il y a aussi une exigence à avoir sur tout ce qui est relations clients et digital. Donc c'est un axe de transformation que vous avez lancé, voire terminé. Je pense que c'est aussi très important pour des acteurs comme ça, pour garder leur indépendance. On en parlera. Voilà. Et tout dernier point, c'est le cas échéant, externaliser ce qui doit l'être en se concentrant sur l'essentiel de la valeur ajoutée. Alors ça peut être la relation client, ça peut être les offres, ça peut être le développement, mais il y a aussi cette question à se poser. Alors Béatrice Grandjean, vous avez adopté justement un plan stratégique 2025-2027. Quels sont vos principaux chantiers de transformation en lien avec ces objectifs d'indépendance? Alors ce plan à 3 ans, il est sur 4 axes stratégiques. Le premier, c'était améliorer la performance interne. C'est un peu ce qu'on vient de se dire. Hein. C'est effectivement piloter mieux sa gestion financière, faire de l'amélioration continue de nos processus internes, développer les compétences de nos collaborateurs. Le deuxième axe, c'est effectivement les leviers de croissance. C'est comment continuer à croître et à développer notre présence sur le marché, donc développer nos offres, développer les canaux de distribution, que ce soit le digital, le direct ou avec des partenaires. Le troisième axe, c'est effectivement de se dire comment améliorer cette expérience client, donc revoir nos parcours clients, limiter les délais de traitement internes, externes, optimiser la qualité de service. Et le quatrième axe qui est cœur pour nous, c'est le développement de notre engagement RSE parce que c'est vraiment essentiel, ça vraiment dans notre ADN aujourd'hui. Alors, vous pouvez peut-être nous détailler certains points. Sur le premier chantier, vous avez parlé de performance économique. Oui. Quels sont vos objectifs précis et vos résultats à date? Alors aujourd'hui, un assureur comme nous, on a 2 performances économiques. Le premier, c'est la sécurisation de nos engagements, puisqu'un assureur se doit de sécuriser ses engagements auprès de ses assurés, être capable de payer ses prestations à court, moyen et long terme, d'autant plus avec la retraite supplémentaire qu'on a nous de notre côté. Ça, c'est bon, avec 600% de ratio de solvabilité, c'est OK. Le deuxième point, c'est effectivement la performance interne, la performance économique interne. C'est comment optimiser nos coûts de gestion. Des questions à se poser, évaluer nos coûts internes, est-ce qu'il y a un intérêt à externaliser certaines prestations, les garder en interne et avoir un pilotage très pointu de ces coûts de gestion. Oui. Quelle est la trajectoire des frais de gestion ? Aujourd'hui, c'est d'arriver à maintenir un minima nos coûts en développant notre activité. Vous êtes à combien aujourd'hui de ratio de frais de gestion ? On est en moyenne à 12%, ce qui est plutôt bien pour une institution. Par rapport au marché qui est plutôt à 15, voire plus. D'accord, donc maintenir ce taux. Oui, à minima. Très bien. Alors, Yana Bloss, quels sont, selon vous, les gisements de performance pour les organismes paritaires comme Kerialis ? Alors, pour moi, il y a 2 axes. Il y a déjà l'axe des actes simples. On est dans une époque où il faut vraiment aller vers l'automatisation d'actes simples. Je pense au back-office avec du traitement par l'espace digital, et derrière de la LADRAT qui permet de traiter le maximum en automatique. Mais il y a aussi des solutions de téléphonie, comme on a déployé nous chez CGDIM Genesis par exemple, qui nous permet de traiter aussi des actes simples en automatique, comme l'envoi de cartes de tiers payants. En faisant ce premier pan d'automatisation, ça permet derrière, sur la partie performance des opérations, de se concentrer sur les choses importantes. Exemple, si on fait de la prévoyance, sur comment traiter la relation avec quelqu'un qui est face à un décès
de ses proches. Donc pour moi, c'est vraiment automatiser ce qui peut l'être et se concentrer avec une relation client beaucoup plus qualitative sur des choses plus complexes. Ça peut se traduire dans les équipes de gestion par la mise en place de polyvalence avec des gestionnaires qui peuvent traiter et du téléphone et des actes de back-office pour répondre en une fois avec des temps de traitement plus allongés pour ces demandes complexes parce que les demandes plus simples sont traitées de manière plus automatique. Très bien. On va maintenant parler peut-être des axes de développement commercial. Vous couvrez aujourd'hui le personnel des cabinets d'avocats, mais également vous avez une volonté d'élargissement de cette cible. Quels sont les marchés que vous ciblez et les publics que vous ciblez ? Alors, bien sûr, la cible cœur reste la profession, les salariés des cabinets d'avocats. Donc, avec l'ouverture qu'on s'est permis sur le droit et le chiffre, on a des travaux en cours sur la couverture des salariés des cabinets d'expertise comptable, ça fait 60 ans qu'on travaille avec eux, c'est généralement les tiers payants des avocats, donc on les connaît bien. Et puis, plutôt un développement, donc protection sociale des salariés des cabinets d'avocats ou des experts comptables, donc des contrats collectifs pour les entreprises, mais aussi un développement sur notre partie courtage pour proposer des offres plus pour les travailleurs non salariés, pour l'avocat lui-même, pour l'expert comptable lui-même. Et vous en êtes où de cette stratégie de diversification ? Alors, on ouvre un tunnel de souscription, comme on dit, digital, 100% digital pour les avocats cette semaine, pour leur proposer un contrat santé simple et en souscription rapide. D'accord, très bien. Avec quels objectifs ? On aimerait pouvoir proposer à l'ensemble de notre portefeuille, donc c'est 4-5 000 contrats d'ici la fin de l'année. Vous avez également évoqué l'axe de la satisfaction client. Alors, quels sont vos chantiers à la matière aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a trois axes. C'est de se dire, comme on le disait, c'est à prendre du temps à la satisfaction client, les équipes. C'est-à-dire qu'il y ait un délai de traitement favorisé, une meilleure interaction sur le suivi du dossier, le traitement du dossier. Un deuxième axe, c'est proposer des outils optimisés pour nos clients, des espaces clients, des demandes de prestations en ligne plus rapides. Et un troisième axe qui nous tient particulièrement à cœur aussi, c'est une communication plus claire et plus simple et plus transparente auprès de nos clients. Parce que comprendre un contrat, c'est quand même pas facile. Comprendre ses garanties, c'est très compliqué. Donc on a un gros travail, notamment avec l'équipe communication, pour avoir une compréhension plus claire pour nos assurés de quoi ils ont droit. Et c'était un dirigeant qui parlait de ça, de comment les organismes paritaires avaient beaucoup de marge de progrès sur la façon de communiquer. Est-ce que c'est un biais d'un ancien organisme désigné que d'avoir ce... Je pense, parce qu'on était, comme on dit, désigné, donc on venait chez nous automatiquement, il n'y avait pas besoin de recherche d'interaction avec le client ou l'assuré. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il faut pouvoir exprimer et faire comprendre à la personne en face de nous ce qu'on fait. Ça me paraît normal. Alors Yann, la satisfaction client devient le mantra des assureurs dans tous les codes, que ce soit les mutuelles, les organismes de protection sociale complémentaires, les groupes de protection sociale, mais également les délégataires de gestion comme vous. Qu'est-ce que vous faites en la matière ? Comment vous faites pour piloter les indicateurs et les faire progresser ? Alors, on a évidemment un suivi d'indicateurs, j'allais dire, un peu classiques, que sont le taux de décroché, le délai de traitement, le délai moyen d'attente sur la partie téléphonie. Sur la partie gestion back-office, plutôt, en effet, on suit le stock et le délai de traitement. Après, j'avais envie de prendre deux exemples. Un premier exemple, c'est sur la relation client écrite, où nous, on a déployé des méthodes en s'aidant de l'intelligence artificielle pour reprendre les différents écrits que font nos gestionnaires avant de les envoyer aux clients. Ça, c'est un aspect assez important parce qu'on peut avoir des remontées, des réclamations suite à ce type de communication qui peuvent être très mal réalisées. Ces technologies remplacent aussi toutes les bibliothèques de courriers qu'on pouvait avoir et qui étaient souvent très lourdes. Donc ça, c'est un premier exemple. Et un deuxième exemple, on suit aussi une note de satisfaction client suite à des appels. C'est-à-dire qu'on a une enquête qui part à la suite de chaque appel. Et c'est une note qui est sur 5. On s'est fixé un indicateur, alors ça dépend pour tel ou tel client, mais qui va osciller entre 4,6 et 4,7 sur 5. Et si la note est en dessous de 3,
on rappelle systématiquement le client pour comprendre quels sont ces axes d'insatisfaction et on met en place un plan d'action. Voilà, c'est des exemples d'outils qu'on met pour améliorer cette satisfaction client et la relation client au-delà des indicateurs un peu classiques de productivité, délai de traitement, etc. Quel regard portez-vous sur ces tendances de pilotage de la satisfaction client? On a tous les mêmes tendances et je pense que si on veut rester sur le marché, on est obligé. Effectivement, nous aussi, on a une relation client interne aujourd'hui et c'est vrai que ces indicateurs, ce suivi, ces enquêtes de satisfaction client se développent énormément. Oui, oui. Et la mise en place de CRM pour optimiser le contact client, oui, ça devient cœur. Ça devient la deuxième activité de l'assureur aujourd'hui, oui. Béatrice Grandjean, vous avez également un projet de transformation de votre régime de retraite supplémentaire. Où en êtes-vous sur ce projet ? Alors, c'est un projet qui se finalise. Alors, le régime de retraite supplémentaire des salariés des cabinets avocats est un très vieux régime, puisqu'il existe depuis 1960. Et il a eu le malheur, entre guillemets, d'être sous plan de provisionnement depuis 2006, un plan à 20 ans, jusqu'en 2026. Et la bonne nouvelle de fin d'année, c'est que l'autorité de contrôle a décidé, au vu de la bonne gestion de ce régime, de nous faire sortir du plan bien avant la date, donc au 31/12/2024. Donc nous avons dû modifier notre nouveau régime au 1er janvier 2025, avoir enfin les mains libres pour proposer des choses opportunes pour nos assurés, donc baisser les cotisations, revaloriser la retraite, proposer plus de droits à moindre frais, ouvrir beaucoup plus de compartiments, faire des versements volontaires. Donc depuis le 1er janvier 2025, tous nos assurés sont maintenant sous un Perrot en points, pour gagner en autonomie et pouvoir compléter leur retraite supplémentaire, leur retraite à venir de base complémentaire et supplémentaire. Du coup, c'est obligatoire ? Alors, ce n'est pas obligatoire. Il y a une obligation conventionnelle qui dit que les salariés doivent avoir une retraite supplémentaire. C'était chez Carrier jusque-là. Maintenant, ça peut être n'importe où. Très bien. Nous allons également parler de cybersécurité. Alors, Béatrice Grandjean, quelle est la politique de Kerialis en la matière et est-ce que vous pouvez partager votre expérience ? Un vaste sujet, les données personnelles sensibles, je pense que tout assureur, on est en sensibilité cybersécurité. C'est mettre en place des outils, mettre en place des équipes, faire des audits réguliers, être en vigilance perpétuelle sur le sujet. On a comme tous eu des tentatives d'attaque. On a pu jusqu'à présent bien limiter le risque. Puis je pense aussi, on ne peut pas parler de cybersécurité sans parler de réglementation DORA, puisque la mise en conformité à la réglementation DORA nous a tous obligés, y compris la cybersécurité, à rentrer dans une stratégie très développée sur le sujet, étoffer les équipes DSI, mettre en place des responsables sécurité de systèmes d'information. Enfin, oui, c'est un vaste sujet pour les assureurs et un risque pour demain. Oui. Vous avez beaucoup investi en la matière ? Oui, beaucoup. C'est des centaines de milliers d'euros, oui, oui. Pour CGDIM Assurance également, c'est un sujet important, j'imagine. Comment vous avez adapté votre politique de cybersécurité après l'attaque contre des opérateurs de tiers payants de l'année dernière ? Alors, en effet, c'est une attaque qui a sensibilisé beaucoup de gens et même la population à ces sujets-là. Donc nous, on n'a pas été victime de cette attaque, mais on reste très humble par rapport à ça parce qu'on est régulièrement ciblé. Et donc, c'est en effet un travail d'amélioration continue. En permanence, il faut qu'on reste en veille. DORA, en effet, nous touche également et donc on travaille à l'évolution de nos processus pour ces sujets de résilience et de sécurité. Lorsqu'il y a eu cette cyberattaque, nous on avait un fonctionnement un peu différent de nos confrères opérateurs de tiers payants. On avait mis en place ProSanté Connect déjà pour les portails des professionnels de santé, qui est un élément de sécurisation. Et on avait initié aussi l'authentification multifacteur par le portail, mais aussi avec une réception de code par téléphone, ce qui a permis aussi de sécuriser les choses et on continue d'aller plus loin par rapport à ça. Maintenant, CGDIM Assurance, on a aussi une activité d'éditeur de logiciels et on accompagne plusieurs assureurs dans le cadre de la PSC, protection sociale des fonctionnaires. Et les ministères ont parfois des populations vraiment critiques, je pense aux armées notamment. Donc évidemment, nous, on a des exigences aussi particulières de sécurité de nos logiciels et on a pour ça
certaines certifications, on est hébergeur de données de santé, on a des certifications ISO, etc. Donc tant sur la partie logicielle que tiers payeur ou gestion déléguée, on travaille beaucoup sur ces sujets parce que nos clients nous font confiance là-dessus. Donc des investissements également très importants. Tout à fait. Je ne donnerai pas de chiffres, mais très important. Très bien. Il nous reste le temps pour une seule question. Béatrice Grandjean, Kerialis est un organisme ancien, historique. Comment l'imaginez-vous dans 10 ans? Est-ce que difficile. Voilà, une question un peu prospective. On est dans une émission de transformation. 65 ans cette année, donc effectivement c'est une belle dame qui a bien évolué, qui a déjà très très évolué en peu de temps. Je pense que je vois bien l'organisme de référence du droit et du chiffre à 3, 4, 5 ans. Ouais. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Pas encore, pas encore pour le chiffre. Demain. D'accord, très bien. Merci à tous les deux pour cette émission. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.